Toujours une longueur d'avance, toujours une longueur d'avance. Taxi FM. Madame, Monsieur, bonjour, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver, comme toujours. Taxi près de ce mercredi, c'est avec Olivier Adja, le patron du site de l'agence de presse à Free Press. Isidore Akolor, le patron du journal Actu Express. Issifou Kenanou, le patron du journal L'Estrade. Et Tchakala Alirou, le patron de l'hebdomadaire Courrier de la République. Nous parlerons politique avec, bien sûr, la nouvelle donne. Une seule question ce matin. À quoi joue le gouvernement togolais qui maintient le cap dans le processus électoral? Au dernier round des discussions politiques, les acteurs se sont pourtant mis d'accord sur la suspension du processus. On en parlera avec les confrères en studio. Bienvenue. 93.1 Taxi FM, premier sur l'actualité. Et nous commençons avec les journaux qui sont dans les kiosques ce matin et chez tous les marchands de journaux. Il y a le quotidien Liberté. À pas forcer vers les élections, Faure Gnassingbé conduit le Togo tout droit dans le mur, écrit notre confrère avec une caricature à côté. Il y a quelques jours, des journaux évoquaient le cas de ZTS et la caricature prend cela aussi en compte. Encore la fameuse opératrice de fraude ZTS s'exclame presque le journal Liberté ce matin à la une du journal. L'article, vous le retrouverez à la page 3. Togo Debout appelle les populations à un meeting ce samedi. Les détails sur ce meeting et la déclaration des acteurs à lire à la page 2 du journal. Et puis Togbe Zank Lawson 8 se prononce sur la crise togolaise. Vous lirez cela dans le journal. Et puis également, si vous voulez, les praticiens hospitaliers exigent la démission du ministre Midjiyawa. Les détails sont à retrouver dans le quotidien Liberté. L'autre quotidien aussi dans le kiosque ce matin, c'est Togo Matin. Togo Matin qui évoque la coopération après Abidjan. Faure Gnassingbé en visite aujourd'hui à Accra. Quelles en sont les raisons, n'est-ce pas, véritables de ce périple? Vous lirez les détails dans le journal Togo Matin. Et puis, aboutissement du programme très chaud avec le MCC, oui, Definitively Got It. Je pense que c'est l'anglais. Je suis pas trop bien en anglais, je l'avoue. Et vous lirez l'article dans le journal. En tout cas, le confrère veut parler de la bonne nouvelle. Le Togo qui a accès au programme Threshold. Vous lirez l'article dans le journal. Éditorial en quoi le Threshold est si important pour le Togo. Les détails à lire dans le journal, le quotidien Togo Matin. Il y a le billet hebdomadaire, le libéral qui parle de mouvement, d'humeur dans le secteur de la santé. Les praticiens de la santé réclament la tête du ministre Midjiyawa, à lire aussi dans le journal. Il y a un autre sujet qui parle naturellement de Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé était hier à Abidjan pour une visite de travail, écrit notre confrère le libéral. Le journal qui parle également de l'Afrique du Sud, qui rend hommage à l'esprit de combat de Winnie Mandela. Le détail, c'est dans le journal le libéral. Il y a le dialogue aussi qui est dans le journal, le dialogue qui parle de promotion des investissements dans l'agropole de la Kara, les 5 et 6 avril à Edaoba. Un projet pilote qui nécessite l'apport des privés pour une croissance socio-économique. L'article est à lire dans le journal. Crise dans le secteur de l'éducation. Le bras de fer entre syndicats et gouvernement continue, écrit le journal. Encore des débrayages dans les établissements scolaires. Et puis le confrère qui place également un mot sur l'Assemblée générale du CONAP avec le renouvellement du bureau en mai prochain. Le communiqué sur ce sujet à lire à l'intérieur du journal. Il y a l'équipe sportive, FTF prélèvement sur la prime des arbitres, bras de fer, écrit le journal. 27e édition du Tour cycliste du Togo sur un air de crise, écrit notre confrère, le journal qui parle également de tennis. Tennis avec Romain Tagba, confiance renouvelée. Vous lirez l'article dans le journal. Il y a aussi le journal Le Triangle des enjeux, onde de choc, coup d'État manqué de septembre 2015 au Burkina Faso. D'autres détails autour de la mission en terre togolaise, comment la Côte d'Ivoire et le Togo ont soutenu les putschistes.
Vous lirez l'article dans le journal Le Triangle des enjeux. CENI et ZS en action, révision des listes électorales dès le 16 avril. La fraude électorale se met petit à petit en place, croit savoir notre confrère de Triangle des enjeux. L'article est découvert dans le journal, bien entendu. Le personnel de la santé demande la démission du ministre Moustapha Medi Yawa. Et puis fête traditionnelle à Gapé, édition 2, Togui Ga, célébré avec faste. L'article est découvert donc dans le journal Le Confrère qui parle également de l'homosexualité. Le train de sacrilège qui tue plus actuellement les Togolais. Vous lirez l'article dans le journal Le Triangle des enjeux. Et puis, Fraternité qui est aussi dans les kiosques ce matin. Fraternité qui parle de dialogue politique avec le processus électoral en solo. C'est Juda qui pousse fort Fornia-Singbe vers un précipice. L'article est à lire dans le journal. Le Saint-Fort est arrivé à faire sortir le gouvernement de son silence, écrit le journal. Le confrère qui se réjouit de la protection que jouissent finalement les Togolais. Au moins, les Togolais sont protégés des Gaïman. Les détails à lire dans le journal Fraternité. Fraternité dans lequel ce matin, vous avez également l'hebdomadaire Le Triangle des enjeux. Il y a l'équipe sportive, le dialogue qui est aussi dans le kiosque ce matin. Vous avez le libéral, et vous avez également le journal La Liberté. Il y a le quotidien Liberté bien sûr, Togo Matin aussi, et puis Actu Express. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Retour en studio avec mes confrères avant de les saluer. Juste vous dire également qu'il y a le journal Actu Express dont je mentionne tout à l'heure la présence dans les kiosques. Le confrère traite du front social qui est en ébullition. Enseignants, médecins et fonctionnaires en ordre de bataille, écrit le journal. Et puis Fornia Singbe est autiste, ajoute le confrère. Plus d'une dizaine de Gaïman rapatriés hier au Bénin. On nous informe ce matin le confrère Actu Express, le journal qui s'intéresse également à l'actualité sud-africaine avec le décès de Winnie Mandela, elle qui a tiré sa révérence lundi dernier. D'ailleurs, toute la presse mondiale revient sur le sujet depuis lors. Bonjour à Tchakala Alirou. Oui, bonjour Saint-Éric, bonjour à toutes les passagères et tous les passagers de notre Sympa Taxi. Merci de nous avoir rejoints, vous allez bien? Je vais bien. Parfait, merci d'être là. Bonjour Olivier, mon grand citoyen d'État. Oui, bonjour Saint-Éric et bonjour à toutes les citoyennes d'État et à tous les citoyens d'État. Merci d'être là ce matin. Je voudrais qu'on commence un petit peu par Winnie Mandela, elle qui a tiré sa révérence lundi dernier. C'est une émotion planétaire, on va dire. Un petit peu comme son ancien mari, Mandela, lorsqu'il est décédé. Non, Winnie Mandela, l'histoire de la Nouvelle-Afrique du Sud et de l'Afrique du Sud au temps de l'apartheid nous saurait s'écrire sans cette icône. C'est quelqu'un qui a donné de sa jeunesse, de sa force, de tout ce qu'elle pouvait donner pour que le peuple noir puisse s'affranchir de la tutelle blanche. Elle a tout donné, elle a fait plusieurs fois la prison, et même sa vie, elle a mis sa vie en gage pour peut-être mener son combat. Et ce qui est un peu triste, c'est le sort que son mari lui a réservé par après avec ce divorce. Et il y a beaucoup de non-dits autour de ce divorce, c'est vrai. Et si Mandela aussi est allé en prison, c'est pas parce qu'il menait un combat pacifique. Il a usé aussi de la manière forte. Et c'est le même procès qu'il vient faire à sa sortie de prison, à son épouse, avec tout ce que nous avions connu par la suite. Donc je crois que le peuple sud-africain n'est pas dupe. Il reconnaît la grandeur du combat de la dame. Et c'est à ce titre que cet hommage national est en train de lui être rendu. Donc je crois que on peut beau vouloir tuer une personne en essayant de créer des histoires autour de cette personne, mais je crois qu'il y a certains esprits alertes qui ne peuvent pas se laisser émouvoir pour peu. Donc je crois que c'est une grande dame. Elle a mené le combat au même titre que son défunt mari, et aujourd'hui c'est de bonne guerre que toute la planète lui rend hommage. Olivier, Winnie Mandela, c'est l'icône même
du combat africain contre, je dirais, les Blancs. Oui, c'est ça. Je crois bien que c'est l'une des premières femmes à s'engager ouvertement contre l'apartheid, aux côtés donc des hommes comme Mandela et les autres dont on ne va pas revenir sur les noms ici. Winnie est rentrée dans l'histoire comme tous les grands hommes et toutes les grandes femmes, même de son vivant. Et ça, ce n'est pas un privilège qui est donné à tout le monde, d'être déjà cité par l'histoire alors que vous êtes encore vivant. Winnie Mandela, Nelson Mandela, il y avait Arafat entre-temps. Ce sont des gens qui sont rentrés dans l'histoire alors qu'ils n'étaient pas encore décédés. Donc, et l'Afrique retiendra de cette dame une combattante et acharnée et aguerrie qui était contre donc les brimades que ses compatriotes noirs subissaient. Et elle a été aussi un des piliers qui ont soutenu donc Nelson Mandela. Je me demande parfois si Winnie n'était pas là, quelle serait la trajectoire de la lutte de Nelson Mandela. Donc aujourd'hui, Mandela en prison, c'est elle qui sur le terrain qui absolument, chauffait un petit peu le terrain. Elle a gardé la flamme donc allumée jusqu'à sa sortie. Certes, tout homme ou toute femme a des hauts et des bas, a des côtés positifs et négatifs. Donc on le reproche à Winnie donc d'avoir eu des amants donc alors que son mari était en prison, qu'elle a continué ses relations au sortir de prison de son mari, qu'elle a été un peu rebelle lorsqu'il s'agissait de travailler dans un gouvernement avec Nelson Mandela. Donc voilà, entre autres reproches qui lui est fait, mais je crois que c'est oublier aussi toutes les peines qu'elle a eu à endurer. Combien d'années de vie conjugale elle a eu avec son mari? Ce n'est pas plus de 2 ans. Donc, alors qu'ils ont eu des enfants, donc elle a eu à supporter, à éduquer ces enfants-là jusqu'à ce que Nelson Mandela ne sorte, alors que les enfants étaient déjà âgés. Donc, c'est une femme vraiment à qui il faut tirer chapeau. Et il faut donc donner son exemple, certainement, à la jeune génération de nos sœurs, pour leur montrer que, voilà, les femmes aussi peuvent se battre pour leur pays, peuvent se battre pour des idées, peuvent se battre pour leur peuple. C'est ce que Winnie a fait et aujourd'hui tout le monde entier lui reconnaît cela. Très bien, c'est le symbole de cette femme battante-là. Aujourd'hui, est-ce que cela pourrait être véritablement copié sur le continent? Des femmes de sa trempe, elles ne sont pas nombreuses quand même, hein? Il faut le dire, dans nos pays. Non, elles ne sont pas nombreuses. Des mères courage comme Winnie, on n'en compte pas. Mais je crois que sous d'autres cieux, sous nos cieux ici, je crois qu'il y a certaines femmes aussi qui sont en train quand même d'emboîter le pas à cette illustre dame. Quand vous prenez Dama Djamabo, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Sincèrement, elle est engagée, elle est ferme, elle maintient toujours la flamme de la lutte. Et quand vous la voyez galvaniser des foules, on sent que c'est quelqu'un qui assume les convictions qui lui sont propres. Donc, franchement, on ne va pas l'égaler à Winnie, mais elle essaie, autant que faire se peut, d'être aussi cette dame-là qui va marquer d'un saut indélébile l'histoire de notre pays. Donc, il y en a. Et même, on a vu aussi d'autres femmes à côté de leur mari, intrépides. Elles ont enduré, elles ont fait. Quand leur mari était en mauvaise posture, on a vu des femmes togolaises aguerries qui ont dit halte, qui ont eu à tenir des propos pour dire que non, nos maris sont en train de subir certaines injustices. Donc, on les a vus, même au pire moment de leur vie en commun, prendre la défense comme des guerrières aux côtés de leurs époux. Je crois que Winnie Mandela, même avant de passer de l'autre côté de la rive, a quand même eu à
a inspiré beaucoup de nos mamans, beaucoup de nos sœurs, et vivement que celles-là qui sont encore là à se morfondre, à se dire que, ah tiens, quel sens on va donner à notre combat, puissent peut-être prendre en exemple cette grande dame, cette immense, considérable dame, pour que, aux côtés de leur mari, ils puissent donner une nouvelle allure au combat commun qu'on mène pour la liberté, pour plus de justice et pourquoi pas pour l'alternance que nous souhaitons de temps. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques années dans notre pays, si je ne me trompe pas, en 2013, il y avait eu un décret pris en Conseil des ministres pour demander une forme de parité à l'Assemblée nationale. Le chef de l'État s'est engagé d'ailleurs à faire que son gouvernement soit un gouvernement de parité. On l'a vu depuis un moment avant que la donne ne bascule vers le masculin. Est-ce qu'il ne faut pas finalement, sur l'échiquier politique au Togo, promouvoir la femme battante? Ou c'est beaucoup plus elle-même qui se met de côté? Non, je crois que c'est le mot qu'il faut éviter, promouvoir. La promotion, on ne fait jamais de promotion en matière de lutte civique, de droits civiques. Et vous n'allez pas compter sur les autres pour vous donner des avantages ni des places. Et s'il ne s'agissait que des hommes, je crois qu'ils sont prêts à tout accaparer. Et si c'est ces mêmes hommes qui vont faire des lois et pour permettre aux femmes donc de les égaler des postes, je vois mal. Vous savez, l'histoire des luttes pour les droits civiques, c'est une histoire parsemée donc de luttes, voire de rébellion, de soulèvement, de refus. Quand on prend le cas de Rosa Parks, vous voyez, donc elle n'a pas demandé à ce que les Blancs fassent une loi pour lui permettre d'avoir accès au bus et de s'asseoir là où elle veut. Mais elle s'est imposée quand il était venu l'heure où on lui demandait donc de bouger. Elle a dit non. Et elle est demeurée donc sur son refus, malgré tout ce que les gens ont pu faire. Elle a dit non. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, on veut des femmes engagées, on veut des gens engagés pour leurs droits. Aujourd'hui, quand on parle de l'inégalité entre hommes, femmes, et voilà, les femmes peuvent se lever aussi pour se battre, pour que ces hommes-là qui refusent donc de leur octroyer leurs droits puissent être obligés de le faire. Rappelons-nous du droit de vote en France, aux États-Unis, ailleurs, ce n'était pas reconnu ni aux femmes ni aux Noirs. Mais les gens, il y a eu des gens qui sont battus pour que, voilà, donc, l'autorité ou les gouvernants d'alors puissent s'obliger, ou bien, en tout cas, accepter ces droits-là. Donc, dire aujourd'hui, quand moi je vois des lois que les gens qui ne veulent pas donc que les femmes ou voilà des gens occupent des postes, ils vont voter des lois pour leur permettre. Ce sont des lois qui ne sont pas viables. Ça ne passera pas. La preuve, quand on a voté cette loi, les élections législatives qui ont suivi en même temps. En 2013. Combien de femmes ont occupé des postes? Ce n'est pas seulement dans le parti au pouvoir, mais même dans les partis de l'opposition. Bon, quand vous leur posez la question, vous dites que oui, on a cherché des femmes, mais on n'a pas trouvé, il n'y a pas assez de candidates. Pas d'engagement de nos sœurs. Absolument. Elles ne s'engagent pas assez. C'est l'une des réalités, mais aussi ça peut être un argument qu'on nous avance pour, voilà, donc ne pas permettre aux femmes d'occuper les places qui leur sont reconnues. Donc, il faut que les femmes bougent, il faut donc qu'elles se lèvent et qu'elles prennent ce qui leur revient, parce que le lion dans la forêt ne demande pas qu'on vote une loi pour lui permettre de prendre les biches. Quand il a faim, bon, il bondit, il prend. Il ne demande pas quelqu'un. Très bien. Je sais pas si vous avez un commentaire à faire autour de ça. Justement. L'engagement des femmes togolaises dans la politique, ça peut être aussi un élément essentiel aujourd'hui pour le dénouement de la crise. Tout en nous revenons sur la crise politique proprement dite. Oui, mais s'agissant de cette loi faite pour permettre à la gente féminine d'avoir sa place au même titre que les hommes, je crois que c'est une insulte faite à l'intelligence de ces femmes. Non, pourquoi? Elle-même déjà parle de la promotion. Même on n'a pas besoin d'une loi pour sceller cela. Est-ce qu'on a entre-temps pris une loi pour décider que les hommes doivent voter, que les hommes doivent occuper tel ou tel poste? Non. Je crois que c'est une insulte à leur intelligence. Les femmes méritent
autant que les hommes ce que nous voyons aujourd'hui. Mais on n'a pas besoin Donc c'est à elle de se battre. Absolument, ça ne se donne jamais sur un plateau d'or. Ça ne se donne jamais. Quand une femme mérite, quand une femme vient à s'imposer, non, on n'a pas besoin de recourir à certaines lois pour dire que, tiens, au regard de cette loi qu'on avait prise, voilà cette dame qui est en train d'émerger et qu'il faut lui faire cette place. Non, ça s'impose par rapport à leur engagement. Donc je voudrais de nos mères, de nos sœurs, de nos épouses, un peu plus d'engagement. Il faudrait qu'elles montrent aux hommes que non, nous aussi nous sommes capables. Quand on voit le combat se faire entre-temps, certains avaient estimé que non, la sortie de certaines de nos femmes, c'était pas du tout bien, qu'elles devaient être derrière le rideau et dire que non, il faut chaud. Non, on ne va pas le faire comme ça. On ne va pas le faire comme ça. Il faudrait qu'elles s'engagent. Moi, dire que bon, telle loi. Et d'ailleurs, quand cette loi-là a été votée, ou bien prise en conseil des ministres, vous avez vu la réponse sur le terrain. Oui. Les législatives qui ont suivi, même au sein même du parti au pouvoir, on n'a jamais vu le 50-50 dont on nous rebattait les oreilles. On n'a jamais vu ça. Prenez le gouvernement, celui-là qui a fait la loi. Son gouvernement actuel, il y a combien de femmes dedans? Ça se compte au bout de ça, comme le riz et le haricot qu'on fait au niveau du Sahel, beaucoup de riz et quelques saupoudrages de haricots. Donc, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, il faudrait aujourd'hui que ces femmes-là se disent que non, nous n'attendons pas d'un X ou d'un Y ou d'une loi pour peut-être consacrer ce que nous savons si bien faire. Donc, quand ça s'impose à l'esprit, je crois qu'elles finissent par avoir la place qu'elles méritent. Très bien, messieurs, merci beaucoup. Et puis nous venons d'avoir cette information en nous précisant que Asiba Johnson, le président du REJAD, vient d'être arrêté. Vous vous rappelez de ce fameux rapport publié il n'y a pas longtemps, faisant état de 100 morts depuis le début des manifestations politiques au Togo, un rapport que le gouvernement a contesté, un communiqué ou même une réaction du gouvernement disait qu'il cherchait à discuter avec les responsables de cette association, de cette ONG, pour en savoir un peu plus, mais depuis ça a été que peine perdue. Là, on vient d'arrêter le président qui, entre-temps, avait dénoncé aussi une poursuite à son encontre. Il y avait eu une tentative d'arrestation dont il a échappé. Il avait exprimé cela sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il semble qu'il a été arrêté. Quel commentaire vous en faites aujourd'hui, Olivier? Bon, c'est une situation triste parce que il est considéré, ou du moins il milite donc dans une association de défense des droits de l'homme. Oui. Et ce qui donne l'impression peut-être aux gens que voilà, on le poursuit donc pour ses idées ou du moins son travail. Oui. Mais dans le fond, il faut reconnaître que ce rapport a fait beaucoup de bruit. Et ce rapport n'était basé sur rien de concret. Moi, j'ai discuté avec ses confrères d'autres associations qui ont l'habitude de travailler avec lui et qui se sont sentis un peu embêtés par les chiffres qu'il a avancés et le fait, voilà, donc qu'il n'a pas donc essayé en tout cas de joindre ça avec des éléments de preuve. Et si bien que, bon, au moins, si c'est une arrestation pour les besoins de l'enquête, espérons d'abord que ces droits soient respectés et que aussi qu'on prenne en compte le travail qu'il fait, c'est-à-dire de défense des droits de l'homme, et que cette affaire se règle très vite, qu'il recouvre la liberté, parce que certainement que lui-même il s'est rendu compte peut-être à quelque part de son erreur, mais je crois qu'il faut aussi faire de la pédagogie dans ces cas. Alors, si quelqu'un publie un rapport faisant état de décès ou de mort liés aux manifestations politiques sans, c'est le chiffre qu'ils ont avancé, est-ce qu'on doit l'arrêter pour ça? Non, c'est parjure, comme on dit. On ne doit pas l'arrêter, absolument. Non. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas encore les motifs réels de son arrestation. Mais si c'est pour ce rapport qu'on l'arrête, je crois qu'on est passé à côté. Quelqu'un a fait son rapport. Et si vous détenez des éléments contraires qui puissent contrarier le rapport que cette association a sorti, vous le sortez avec des arguments et des éléments de preuve. Là, c'est la même association qui peut-être va se remettre en cause. Soit le gouvernement porte plainte. Et
les tribunaux vont se charger de la suite à donner. Maintenant, allez le prendre, est-ce que c'est ça la solution? Vous voyez, on est en train d'aggraver, de créer une autre situation interne à notre pays qui ne s'impose pas. Est-ce que l'arrêter aujourd'hui, est-ce que c'est ça la solution quand au même moment on pose l'apaisement? Vous adressez à la loi, à la justice, vous portez plainte en bonne et due forme. Que non, que celui-ci apporte les preuves par rapport à ce qu'il avait avancé dans son rapport. Oui, peut-être que le gouvernement a porté plainte, c'est pour ça qu'on l'arrête. C'est ce à quoi je voulais en venir. Peut-être on en saura un peu plus dans les prochaines heures, mais je crois que il faut opposer dans pareil cas un autre rapport qui vienne battre complètement en brèche ce que le rapport du Rejad a avancé. Et puis, entre nous, à l'époque, sans mort, tout rond comme ça aussi, moi, ça m'a fait un petit peu tiquer. Tout ça, dans l'euphorie, et on a voulu peut-être créer un peu de sensation. Et ça arrive. Mais on a vu des gens aussi dans ce pays dire que non, il y a eu des associations responsables au niveau même international, dire qu'il y a eu plusieurs centaines de morts au niveau de la plage, que les vagues rejetaient, vomissaient à tout moment. Mais quelle est la suite qu'on a donnée à la chose? On n'est pas allé prendre le président de la FIDH pour dire que non, mais venez faire nos geôles et donner suite à ce que vous avez avancé. Donc, je crois qu'on va être encore un peu plus subtil dans ce que nous faisons dans cette période extrêmement délicate de la vie de notre pays. C'est pourquoi Olivier. Moi, j'ai dit donc de faire preuve de pédagogie. Parce que dans cette situation, c'est seule la pédagogie parce que, on ne sait pas si l'État togolais, le gouvernement a porté plainte. Parce que je sais que cette affaire a fait beaucoup de vagues. Le ministre de la Sécurité, certains ministres se sont vraiment plaints auprès des associations de défense des droits de l'homme. Et en ce moment, je crois que même le concerné était recherché. Et si aujourd'hui, il a été pris, on ne connaît pas encore les chefs d'accusation qui sont portés contre sa personne. Et de toutes les façons, on sait que dans nos lois, il y a bien sûr des articles qui parlent de la diffusion de fausses informations, etc. Donc ce sont des situations qui peuvent arriver et surtout que le Togo aussi est un État qui doit défendre son image. Et il est normal que une procédure soit ouverte pour pouvoir clarifier les choses, mais derrière, il faut mettre l'accent sur le fait que c'est un défenseur des droits de l'homme. Ça ne veut pas dire que tout leur est autorisé, non, mais quand même, dans cette situation, il faut faire preuve de pédagogie et ne pas aussi pousser trop loin le bouchon. Alors, si la justice cherche un citoyen, y a-t-il pas des moyens beaucoup plus classiques pour le faire venir pour l'interrogatoire? Il faut forcément aller chercher des gens manu militari chez eux. Il y a des moyens et des procédures très classiques. Maintenant, nous qui sommes ici, on ne sait pas comment la procédure s'est déroulée jusqu'ici. Est-ce qu'on vient de l'arrêter, donc manu militari? Est-ce que la procédure classique n'a pas marché? Convoqué, il a refusé de venir. Ce sont des cas de figure qui peuvent se présenter derrière. Donc, ce qui serait bien, c'est d'aller aux informations et d'avoir les éléments essentiels parce que c'est une information qui est donné donc à chaud et il faut prendre du recul pour pouvoir l'analyser. Monsieur, merci beaucoup. On va maintenant aborder ce phénomène de Gaiman. Le sujet a été évoqué ces derniers jours. Le gouvernement togolais a été obligé enfin de communiquer là-dessus. C'était vendredi dernier où le gouvernement a donné l'alerte en invitant les parents et les citoyens à faire gaffe, entre guillemets, à faire attention un petit peu. Mais les arrestations ont continué puisque lundi, le mouvement Martin Luther King nous signalait l'arrestation d'autres personnes à Atiégou. On l'a appris hier que le gouvernement togolais a exporté ou sinon a déporté, a extradé vers le Bénin 10 personnes de nationalité béninoise identifiées comme des Gaiman. Finalement, on est un petit peu protégé, on est un petit peu content qu'on est protégé par nos autorités sécuritaires. Oui, parce que cette histoire de Gaiman a fait beaucoup de bruit. Quand on a vu les images qui nous sont parvenues par le biais des réseaux sociaux, ça donnait un peu de frisson. On avait de légitimes raisons d'avoir peur.
Parce que quand vous voyez des gens ôter la vie pour des rituels, vraiment, c'était abominable. C'était des images effroyables. Donc, quand la traque a commencé au niveau du Bénin, bon, on a ces gens-là, le premier réflexe qu'ils ont eu, c'est de passer de l'autre côté de la frontière. Qui sait s'ils ne sont pas allés peut-être de part et d'autre au niveau du Nigeria et du Togo. Donc, quand on a donné l'alerte que ces gens-là sont en train de fuir le territoire béninois pour d'autres yeux plus cléments, nous aussi, nous avions un peu paniqué ici. Mais ce qui est un peu tout gai, c'est qu'on n'a pas créé cette psychose de peur avec des communiqués qui puissent faire peur. Donc, je crois que doucement, mais avec méthode, on a pu quand même mettre la main sur ceux-là qui sont pris comme des gay-man. Donc, aujourd'hui, on est en train de mener la purge parce que c'est des gens qu'il faut peut-être éradiquer complètement de notre territoire parce que leur méthode de ne pas considérer la vie, c'est quand même quelque chose de vil. Donc, il faut aujourd'hui les traquer et je crois que le concours même de la population a été aussi d'une grande importance dans l'aboutissement des enquêtes menées ici pour qu'on mette la main sur ces gens-là. Donc, je crois qu'il faut les éradiquer. Il faut quand même que le Togo ne soit pas ce territoire où les gens, quand ils sont en situation ailleurs, viennent s'abriter ici et peut-être mener encore. Puisqu'ils ont fui avec leurs fétiches, ces fétiches-là qu'on dit qui prennent du sang, qui boivent du sang, qui sont friands de la chair humaine. Donc, il va falloir, c'est sûrement qu'ils ont traversé les frontières avec leur joujou. Donc, il faut aujourd'hui qu'ils retournent d'où ils viennent. Il faut. Je crois que le concours même de la population sera d'un précieux recours quand on veut quand même vider le territoire de ces gens. C'est peu recommandable. Ah oui, c'est vrai. Je disais que la semaine dernière, le gouvernement togolais a sorti un communiqué par le biais du ministre, le colonel Damhan, Yalk, qui disait que ces derniers temps, des rumeurs persistantes font état de ce que certains individus mal intentionnés et se livrant à des pratiques rituelles peu recommandables, communément appelées Gaiman, auraient trouvé refuge dans certains quartiers de la ville de Lomé et d'autres localités de notre pays. Ces informations alarmantes n'ont pas laissé indifférentes les forces de sécurité qui ont entrepris des investigations pour non seulement vérifier l'authenticité des faits allégués, mais aussi interpeller tout individu suspect correspondant au profil souvent décrit. C'est ainsi que les services de police ont interpellé le 29 mars 2018 dans un quartier de la ville de Lomé 4 individus d'origine étrangère qui sont présentement soumis à des vérifications et autres actes d'enquête en vue de retracer la nature de leur activité. Et ces investigations se poursuivent en collaboration avec les services de sécurité d'autres pays voisins pour faire la lumière sur le phénomène, tout en rassurant les populations sur la détermination du gouvernement à préserver la paix et la quiétude dans notre pays. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile invite les uns et les autres à une franche collaboration avec les forces de sécurité et leur dénonçant tout individu ou groupe d'individus aux activités suspectes qui seraient éventuellement aperçues dans les quartiers. Cette collaboration, Olivier, disons-le, compte tenu de produits leurs fruits, puisque lundi, je le mentionne tout à l'heure aussi, le mouvement Martin Luther King a relevé qu'il y a eu d'autres personnes qui ont été arrêtées. Vous-même sur votre site, vous en avez parlé abondamment, on va dire. Oui, Eric, vous savez, c'est une information que nous avons depuis plusieurs mois. Ah oui? Surtout, oui, au niveau du Bénin, surtout. Et nous avons des amis béninois qui vont et qui viennent. Et nous sommes dans des groupes sur les réseaux sociaux béninois, etc. Donc, c'est un phénomène qui a beaucoup créé la psychose aussi dans ce pays. Et ça a créé, donc en tout cas, ça a mené plutôt à beaucoup d'images macabres qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Il faut dire que ce n'est pas un phénomène très connu de nos sociétés, même si on sait que nous sommes des sociétés très croyantes. Et puis ça oppose aussi donc notre capacité intellectuelle à la croyance, au mysticisme.
Et ça oppose notre éducation donc au monde, à un monde que nous ne maîtrisons réellement pas, puisque certains pendant longtemps vous diront qu'ils ne croient pas aux forces donc mystiques ni supérieures, si bien que certains ont pris ça à la légère. Mais quand même au Bénin, le gouvernement béninois n'a pas baissé les bras. Oui. Et il s'est lancé à la trousse de ces jeunes qu'on appelle des gamins. En réalité, ce sont des jeunes cybercriminels et qui arnaquent donc d'honnêtes gens sur Internet en leur envoyant des messages de propositions d'affaires, etc. Et pour pouvoir mieux donc leur soutirer de l'argent. Mais ici, puisque c'est en réalité un phénomène que nous avons connu avec des Nigériens, après c'est les Ivoiriens, il y a aussi des Togolais qui font dans la cybercriminalité, on ne le dit pas assez. Mais ce que les Béninois sont venus ajouter, c'est qu'ils ont fait un mélange, un savant mélange entre, un pervers mélange, si vous le voulez ainsi, entre cette activité d'arnaque sur Internet avec leurs croyances mystiques. Donc, ils utilisent des puissances, entre guillemets, pour ceux qui croient encore donc, à ces puissances, pour pouvoir arnaquer des gens, parce que selon eux, ces puissances arrivent à agir sur la capacité de réflexion de leurs victimes pour pouvoir leur soutirer l'argent. C'est comme si on parle au Togo de Asior, où où les gens vont faire des choses pour pouvoir mieux vendre. Donc là, ils font des choses pour pouvoir mieux soutirer des sous à leurs victimes. Maintenant, les puissances vers qui ces jeunes-là vont, eux aussi en retour, ils réclament des sacrifices. Au départ, selon nos investigations, au départ, le vaudou vous demande encore du sang des poulets, c'est-à-dire des animaux sur 2 pieds. Après, il vous demande du sang des animaux sur 4. Et enfin, du sang de l'animal suprême, donc qui est l'homme. Et lorsque vous le faites, il vous rapporte de l'argent, des millions, que ces jeunes-là dépensent dans des futilités, dans des boîtes de nuit, la des fête toute la journée, etc. La dernière fois, j'apprenais qu'il y a eu, même à Lomé ici, un groupe qui a été arrêté parce qu'ils sont arrivés et ils ont commandé, une grandiose fête dans des boîtes de nuit. Ils sont des jeunes béninois et les gens venaient, le champagne coulait à flot. Donc ça a attiré l'attention des riverains et des populations. Voilà le rôle qu'on demande à nos citoyens, à nous en tant que citoyens, c'est d'attirer l'attention des forces de l'ordre sur ces genres de phénomènes. Mais là où moi je suis un peu blessé, et un peu pas blessé mais un peu interpellé, c'est que on ne pointe du doigt que les Béninois en fait, mais aussi les Togolais peuvent se comporter comme ça, peuvent aussi. Il y a le confrère Joël, les gars, hier qui nous disait qu'il y a des Togolais qui sont là-dedans aussi. Absolument. Donc certes, le phénomène vient du Bénin, mais il y a des jeunes Togolais qui peuvent l'appliquer, ou ces jeunes Béninois peuvent sous-traiter ce phénomène-là avec des jeunes Togolais. Donc, il faut éviter de dire seulement si vous voyez des jeunes Béninois qui se comportent. Non, mais quand vous voyez tout jeune, qui ne travaille pas, mais qui vit intensement, intensement, qui vit sa jeunesse, mais il faut attirer l'attention parce que la plupart du temps, soit ce sont des voleurs qui passent leur journée à dormir et la nuit qui vont faire des forfaits et qui vivent de ces forfaits, ou soit ce sont des gamins. Donc, il faut aussi éviter de stigmatiser certaines communautés parce qu'il y a des jeunes Béninois qui travaillent honnêtement à Lomé et qui vivent qui vivent bien de ce travail-là. Donc, parce qu'il est Béninois, il ne faut pas le stigmatiser ou l'arrêter parce qu'il est simplement Béninois qui vit bien. Non. D'accord, oui. Tchakala, mon confrère Olivier a touché du doigt à une triste réalité que nous avions connue il y a quelques années. Et le buzz, c'est Gaiman, mais entre-temps, il y a eu aussi de ces crimes-là ici où des jeunes filles étaient tuées et amputées de certaines parties de leur corps. Dieu seul sait combien de victimes on a pu dénombrer jusqu'à ce jour. On a seulement que connu quelque chose avec le tristement célèbre Simlia et Pacha, le gars de choses là.
Donc, il faut aujourd'hui dire que c'est pas seulement les Béninois, ce phénomène avait quand même fait beaucoup de bruit sur nos sols ici, où on a amputé, d'après certaines indiscrétions, on aurait dénombré plus de 80 morts pendant cette période. Mais c'est resté sous silencieux. Mais un travail de fond a été fait pour quand même démanteler ce réseau. Donc, est-ce que ces gens-là sont différents des gayman dont on parle aujourd'hui? Non, pas forcément. Peut-être ça a des fins aussi, ça a des mêmes fins que ces gens-là aussi, ça donnait à ces crimes-là. Donc, il faut pas stigmatiser tout jeune qui viendrait quand même arborer des comportements un peu tendancieux, on les voit, vivre intensement, changer de véhicule. Mais ce n'est pas seulement les Béninois. On connaît aussi des jeunes Togolais aussi qui font ça. Et qui vont, ils investissent les boîtes les cyber cafés, oui. Et ils sont là tout 24 heures sur 24. Qu'est-ce qu'ils font? Quelle recherche ils mènent? Donc, au Togo aussi, il y a de ces gens-là qui s'adonnent à ça. Non, à la seule différence c'est maintenant que ça fait grand bruit. Un élément que moi j'estime important, c'est que la manière de communiquer sur cette affaire va produire un effet négatif pour la société. Tout simplement parce que, tu sais, tout humain s'adapte à toute nouvelle situation. Donc ces jeunes, quand on leur dit, bon, si vous les voyez vivre intensement, vivre au-dessus de leurs moyens, donc prévenez. Ils vont changer de méthode. Changer. C'est normal. Si moi j'étais à leur place, je vais plus, je le fais, mais je ne vis pas. Ou quand je vais vivre, je vais sous d'autres cieux. C'est facile d'aller à Abidjan, c'est facile. Je ne leur dis pas de copier ça, bien sûr. Mais c'est facile d'aller sur d'autres cieux et puis dépenser leur argent et revenir, continuer leur travail. Et aussi, ça, ce n'est pas que des jeunes. C'est ça aussi qu'on oublie. Il y a aussi des gens et d'un certain âge qui s'adonnent aussi à ça. Il y a ce qu'on ne dit pas assez, c'est que ce phénomène, ce n'est pas nouveau. Ce vaudou qu'on appelle Kenessi, ça ne date pas de ces jeunes. C'est un vaudou qui existait des siècles et des siècles. Et quelqu'un me disait que, mais en réalité, c'est une puissance qui se trouve entre les mains des gens d'un certain âge ou d'une certaine position. C'est pas pour les enfants. Alors, d'une certaine position et d'un certain âge. Certes, mais alors comment ces gens-là arrivent à le nourrir? Parce qu'ils réclament toujours des sacrifices. Oui. Donc ça veut dire que, quels que soient les cas, il y a des gens qui font des sacrifices humains, mais qui ont une méthode plus douce et plus discrète qu'on ne savait pas. Ces jeunes, eux, ils sont plus explosifs, ils sont plus extravertis, et c'est là que le problème se pose. Alors, mais est-ce que c'est bien que ça soit des gens d'un certain âge, que ça soit des jeunes? Est-ce que c'est normal qu'on puisse utiliser le sang humain pour nourrir un soi-disant esprit? C'est-à-dire que c'est condamnable sur tous les plans. Alors, et là, ça veut dire qu'il y a un problème dans notre société qu'il faudra s'asseoir et régler de fond en comble. Kenan aussi faut l'habitude de le dire. Bonjour Isidore Akolo, merci de nous avoir rejoints. Bonjour, toutes mes excuses pour ce léger grand retard. Alors, naturellement, pour bloquer ce dossier, vous aussi vous en parlez dans votre journal L'Actu Express ce matin, on le disait tout à l'heure. L'information principale chez vous, c'est qu'il y a une dizaine de ces jeunes-là qu'on a arrêtés au Togo récemment, ces jeunes qui ont été rapatriés hier au Bénin, c'est ça, c'est vrai? Oui, c'est l'information que nous avons eue et nous pensons que c'est une piste et ça prouve à suffisance que ces gens-là sont parmi nous. Et il ne faudrait pas banaliser le phénomène. Le phénomène ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est en cela que je vais renchérir sur le dernier développement. Je vous suivais quand j'arrivais. Olivier disait que bon, ce n'était pas connu de nos communautés. C'est faux. Le Kenessi existe. Il y a belle lurette. Je l'ai dit que ça existait depuis. Oui, mais dans un développement avant ça, vous croyez comprendre que croire que les Africains ne maîtrisaient pas ce phénomène-là. Et c'est en cela que je vais dire, mais ce n'est pas loin de ce que Tchakala disait tantôt. Et l'affaire Simlea Kwacha, mais comment ça s'est terminé? Et le pasteur qui était impliqué. Ah, il a fui. Mais
Alors c'est pourquoi je dis que c'est du vampirisme. C'est le terme qu'il faut. C'est du vampirisme. Ce n'est pas seulement les prêtres vaudous qui le font. Mais en même temps, depuis qu'on nous rabatte les oreilles avec cette histoire de Gaiman et comme ça, on n'a pas encore entendu de victimes. Oui, parce que vous ne le saurez pas. Vous ne le saurez pas. Ah oui? Vous ne le saurez pas. Si. Parce que c'est discret. Mais si des gens étaient envoûtés... Non, c'est pas de l'envoûtement. Oui, non, je donne l'exemple parce que pour certains, dans certains cas, pour des crimes de cybercriminalité, il arrive que ces gens-là envoûtent des gens pour leur soutirer de l'argent. Olivier a décrit une partie de la scène tout à l'heure. Et puis, il y a une autre partie qui est sortie, c'est ce que la presse évoque quand on soutire du sang humain ou une partie du corps humain pour faire des sacrifices. Il doit avoir, bien sûr, des victimes. Ils connaissent leur cible. Ils savent où pêcher. Si vous allez dans les boîtes de nuit, ce ne sont pas des filles recommandables ou des filles de grandes familles ou qui ont des identités que vous rencontrez là-bas. Allez à Agbekoko. Allez, c'est les lieux où les gens, quelqu'un qui quitte le village, qui est portefeuille, et après, se prostitue et cherche du gain facile. Mais si elle disparaît, il n'y a pas de plaignant. C'est dans le seul anonymat. Ce ne sont pas des élèves, ce ne sont pas des gens qui ont eu, excusez-moi, une identité et qu'on puisse dire que elle sort tel jour, elle doit revenir et le parent s'inquiète. Ils connaissent leur cible. C'est du vampirisme, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et Kenessi là, ça se pratique partout. C'est Kelesi ou Kenessi finalement? Kenessi, c'est Kenessi. Ah, c'est différent de Kelesi? C'est la même chose. Peut-être la consonance, la prononciation qui diffère. D'accord. C'est Kenessi. Et ça a commencé à bas âge. On a connu de ces cas-là. C'est une puissance qui n'aime pas la lumière. Quand vous arrivez avec une flamme, mais vous-même vous êtes envoûté, vous êtes décapité. Enfin, vous êtes la victime de votre propre totem ou bien ou de votre puissance. Et vous disiez tout à l'heure, quand ce vaudou-là ou cette puissance vous donne de l'argent, il faut rapidement le dépenser. Ah, il faut le dépenser. Il faut le dépenser au risque de ne plus en avoir. Ça ne se thésaurise pas. Ça ne se thésaurise pas. Et vous ne pouvez faire aucune réalisation avec. L'État dit, mais allez faire des AT ou quelque chose là, ce n'est pas possible. Non, des poids à terre, vous ne pouvez pas aller à une banque pour déposer cet argent. C'est dans les clauses. Vous devez dépenser ça. C'est là où vous devenez l'esclave même de votre fétiche. Merci beaucoup. Qui vous réclame autant, jusqu'à même sacrifier même vos copines, vos proches. Et au fur et à mesure que le sang arrive, mais il grandit. Il en demande beaucoup plus. Il grandit aussi. Il grandit. C'est comme une moute. Qu'est-ce qu'on dit, moute ou bien mute, c'est pas. Oui. Et une moute d'argile. Oui. Et quand ça prospère, vous allez voir. Ça grandit. Ça grandit et vous verrez des abeilles s'y installer. C'est incroyable. Merci beaucoup Isidore Akolor pour ces clarifications. On va aborder un autre sujet, c'est par rapport au Front social. Vous avez parlé également de ce sujet dans votre journal ce matin. Hier, on était ici quand on a eu l'information des médecins ou des praticiens hospitaliers, disons-le, d'une façon globale, qui, après leur assemblée générale au siège du Saint-Faute, se sont déplacés pour une opération coup de poing au niveau du ministère de la Santé. Visiblement, cette opération a fonctionné. Ils ont investi le ministère de la Santé au cri de Midi Yawa, démission, et ça a duré presque toute la matinée. Et puis, finalement, le ministre qui accepte de discuter avec eux et qui leur a dit, le gouvernement, dans la journée d'aujourd'hui, mettra en place un groupe de travail où on devra discuter de leurs problèmes. Alors, finalement, cette question, est-ce que le gouvernement de Faure Gnassingbé comprend mieux aujourd'hui le langage de l'affrontement? Est-ce que ce n'est pas cela que le gouvernement togolais comprend mieux quand on l'affronte?
Oui, c'est cette face-là que le gouvernement est en train de nous montrer, mais c'est tout triste qu'on arrive là. Est-ce qu'il, depuis que la fronde est à son paroxysme, est-ce qu'il fallait arriver à cette situation-là avant qu'on ne se décide à aller à l'essentiel? Vous savez, le mépris dont nous parlons, c'est ça. Les gens donnent la voix. C'est du mépris. C'est du mépris. On ne peut trouver autre adjectif que le mépris. Des gens qui donnent la voix par rapport à une situation qui provoque dans le pays. Mais qu'ils aient raison ou pas, même si c'est une personne, même si c'est deux, c'est qu'il y a un malaise. Il faut quand même daigner les recevoir, les écouter. Et vous allez donner votre version sur ce qu'ils avancent. N'est pas quand même fondé, n'est pas sérieux. Vous allez dire, mais tiens, c'est des plaisantins. Mais ça fait combien de temps que ces gens-là, après les cités, ils sont allés à une étape supérieure avec ce que nous avons connu comme désagrément. Des femmes enceintes sont sorties. Mais fallait-il plus que cela pour quand même susciter un certain émoi au sein même du gouvernement pour que les gens prennent les responsabilités qui s'imposent par rapport à la donne. Mais il ne faut pas attendre que la déconfiture se fasse totale d'abord, avant chose. Et pire encore, on dit que non, on va créer une commission de réflexion. Un groupe de travail. Un groupe de travail, mais on en a connu plein. Quand on prend le cas de la CZ, des enseignants, les groupes de travail, on en crée tous les jours. Aujourd'hui, on en crée, demain, on voit que le mouvement prend une certaine ampleur. On démet ou bien on démantèle le groupe premier pour créer encore un autre groupe. Je crois que les gens ne sont plus naïfs. Les gens ont compris quand même que quand on reste là, sage, on croise les bras, on ne passe pas à une vitesse supérieure, ça n'amène pas quand même les gouvernants à prendre les taureaux par les cornes. Oui, mais ça, est-ce que c'est pas dangereux? Non, mais c'est dangereux. Finalement. C'est dangereux, mais le gouvernement l'aura voulu. C'est dangereux. Demain, il y aura une autre couche qui va aussi se lancer dans la dynamique. Ils vont dire, ah tiens, les agents de la santé sont allés pendant plusieurs heures séquestrés entre griffes leurs ministres. Et voilà, on a daigné maintenant créer un groupe de travail pour trouver suite à ce qu'ils réclament. Donc d'autres aussi ont créé une certaine façon classique à tous les agents de la santé qui ont des problèmes maintenant de pouvoir débrayer, donner le ton. Ça veut dire qu'on est en train de dire aux citoyens togolais qu'il faudra quitter finalement le champ de la grève pour d'autres méthodes du genre ce qu'on a observé hier. Quand vous affrontez directement vos responsables, les directeurs, les ministres, vous avez beaucoup de chances de vous faire entendre. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui est en train de se faire voir, Olivier Adjala? Non, mais je crois que l'approche des questions donc d'importance par le gouvernement, cette approche me semble un peu limite. C'est un peu limite parce que si il faut laisser ou il faut se plier ou il faut d'abord attendre les manifestations, un mouvement de bras de fer avant de répondre à des questions d'urgence. Parce qu'on a beau dire que pour les revendications que posent les syndicats, les médecins, ce sont des revendications légitimes qui nous protègent tous en tant que citoyens, parce que ce qu'ils demandent, ce sont du matériel, les meilleures conditions de travail, les équipements dans les hôpitaux, etc. Donc ce sont des choses qui en réalité devraient être résolues très rapidement. Mais s'il faut attendre d'abord que ces médecins fassent des grèves, des sit-ins, des grèves sèches, des mouvements incroyables, et à la fin qu'ils aillent manifester sous les fenêtres de leur ministre de tutelle, qui l'empêche de se concentrer sur son travail avant que celui-ci ne se décide à les recevoir et à parler avec eux, j'estime qu'il y a un problème de pédagogie et d'approche des questions, donc de résolution des questions. Et mon confrère Tchakala l'a dit, ça va faire des émules. Ça va créer, comme on dit, un effet donc, de neige. Et que demain, les gens se diront, bon, là, pour se faire écouter, faisons comme les Saint-Forts, faisons comme ceux-ci qui ont fait et que ça a marché. Et je ne crois pas que ça participe à l'apaisement et à la quiétude que nous voulons dans notre société. On va revenir sur ce sujet-là tout à l'heure après. Sur Taxi FM,
L'info roule. Retour en studio pour la deuxième partie de Taxi Presse avec Olivier Adja, Tchakala Alirou et Isidore Akolor. Isidore, la question du front social aujourd'hui, tel qu'on l'aborde avec le CFO, je posais la question aux confrères. Est-ce à dire aujourd'hui que les autorités togolaises ne comprennent que le langage d'affrontement aujourd'hui? Est-ce que nous ne quittons pas dangereusement un terrain de grève classique pour aboutir à un terrain de coup de poing, opération coup de poing, comme ce que le Saint-Fort a perpétré, accepté le terme perpétré hier? Non, je peux vous répondre par notre manchette d'aujourd'hui. Le Front social en ébullition, enseignants, médecins et fonctionnaires en ordre de bataille. Fort Gnassingbé, autiste. Ça résume tout. C'est Midi Awa ou Selon Klassou, ce sont des fusibles. Pour moi, ce sont des fusibles. Ils n'ont aucun pouvoir de décision. C'est Fort Gnassingbé qui doit régler le problème. Qui doit taper du poing sur la table, dire que bon voilà, je vous ai écouté, peuple togolais, mais à culpa, j'ai failli à tel problème, mais je m'engage à résoudre le problème et m'attaquer à la minorité qui accapare les ressources de la République pour les mettre à disposition pour régler le problème. C'est là où même le côté cynique de la chose. Un président n'est pas là à faire des constats. Un journaliste peut faire des constats, mais le président prend la résolution de régler le problème. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est que bon, il y a un mépris pour ceux qui manifestent ou qui revendiquent. Et qu'est-ce qu'ils revendiquent aussi? De meilleures conditions de travail. La fonction publique, qui jadis ne manifestait pas, aujourd'hui, vous les avez suivis. Ça bouillonne. Ça bouillonne. Même au ministère de la fonction publique, qui ont copié ou ont pris exemple sur les enseignants, qui disent aujourd'hui que les dossiers sur lesquels on a fait des précomptes sont considérés comme traités. C'est la blague, ça. Mais non, mais écoutez, voilà, là où nous en sommes. Le radicalisme. Le radicalisme. Vous avez envie de dire qu'on pousse les gens au radicalisme? On pousse les gens au radicalisme. On pousse les gens au radicalisme. Ce n'est pas normal. Un gouvernement est là pour gérer les affaires du pays et veiller au bien-être de la population. Mais vous ne pouvez pas dire aux gens de pratiquer une politique d'austérité alors que vous-même vous roulez carrosse. C'est là où se situe le problème des Togolais. Alors aujourd'hui, le professeur Moustapha Midjiyawa a promis aux enseignants qu'un cadre sera bientôt créé où on devra verser toutes leurs demandes pour des discussions. Encore un élément de plus pour dire qu'on n'est pas prêt de régler véritablement le problème. Évidemment, on ne fait que déplacer le problème comme on a créé un cadre pour les enseignants qui est devenu un cadre caduc qui n'a rien réglé. Malgré que le groupe de travail au niveau des enseignants a remis un rapport au Premier ministre, ça n'a pas empêché les enseignants d'enclencher les mouvements qui sont en cours cette semaine aussi. Mais vous considérez des gens comme si ce n'est pas des gens qui ne réfléchissent pas. Vous l'avez fait avec des politiques, vous le faites avec les fonctionnaires, ça ne va pas. En politique, on peut dire que bon, c'est un jeu, mais quand on rentre dans le social, alors que vous avez mis votre mandat sous le sceau du social et le fonds social est en ébullition, mais il faut se poser beaucoup de questions. Parfait. Oui, Tchakala. Non, mais la roublardise, le mépris, ça a toujours un prix. Hein. C'est ça. C'est ça. Mais les Togolais ont refusé le spectacle, le bling-bling. Aller remettre un rapport à quelqu'un et bon, là, c'est comme si c'est fini. Non, les gens redemandent du concret. Les rapports, on en a eu. Les groupes de travail, on en a créé. Mais quelle est la finalité de ces groupes de travail si, au bout du fil, on ne va rien ressortir de concret par rapport au travail que ce groupe de travail va mener? Les problèmes, ils sont là, on les connaît. Mais depuis là, est-ce qu'il faut attendre plus de 3-4 mois d'abord avant de penser, parce qu'on est allé vous assaillir au niveau du cabinet, et avant de penser à un groupe de travail? Aujourd'hui on sort, on dit que oui, un groupe de travail,
a été ou bien sera mise en place. Non, ça frise la roublardise, quoi. Le manque de sincérité dans tout ce que nous faisons. Mais ils ont en face d'eux des professeurs. Bac plus 11, 12, 13. Oui. C'est des gens réfléchis. Mais quand vous venez apprendre des gens comme ça, de ce niveau-là, avec ce bagage intellectuel, comme des élèves de la maternelle, là, c'est que le risque est grand de ne même pas vous... On ne peut pas vous donner le petit crédit par rapport à tout ce que vous viendrez faire. Donc c'est ça. Donc les autres ont compris, ceux de la fonction publique qui donnent le temps, les enseignants aussi qui ne désarment pas en dépit de ce soi-disant rapport qu'on a transmis et qu'on va étudier. Mais on ne va pas mettre des siècles à étudier des choses connaissant les problèmes exacts. Qu'est-ce que vous proposez par rapport aux doléances qui vous sont posées? Là aussi c'est un problème, c'est une occasion difficile à résoudre. Mais oui, si manifestement. Hein? Manifestement. Oui, mais c'est tout triste. C'est tout triste. Mais quand on est aux commandes d'un pays, alors la démissionner. C'est faire des prévisions. Mais quand tout devient compliqué à vos yeux, c'est que ça ne va pas. C'est que vous-même, vous n'êtes pas capable de gérer des situations. Mais quand ça s'amoncelle comme ça fera la taille d'un kilomètre. Maintenant que c'est une petite bosse ou bien un monticule qui s'est créé, vous n'arrivez même pas à gérer ça. Mais quand ça prendra une forme colossale, est-ce que vous serez à même? C'est la démission. C'est la démission par rapport aux besoins cruciaux des Togolais. Est-ce que c'est pas nous, la presse, peut-être, qui en fait toute une histoire autour du Front Social qui est à l'ébullition? Non, nous subissons. Non, attendez que j'arrive. Excusez-moi, attendez que j'arrive, parce que vous savez que la France, c'est la terre même du Front Social. Et en France, tout le temps, c'est des mouvements sur mouvements. Ces derniers jours, c'est la SNCF qui décide d'entrer en grève. Et ça va durer 3 mois, avec chaque semaine de jours de suspension de leur train et tout ça. Mais les revendications, vous ne pouvez pas les comparer aux revendications. Il y a beaucoup de revendications. Ici, c'est basique. En même temps, on ne demande pas au gouvernement Emmanuel Macron de démissionner. Non, on ne demande pas au gouvernement de démissionner, mais de régler les problèmes. Nous parlons des problèmes basiques. Nous ne parlons pas des trains ou des quoi là. Nous parlons on ne parle pas d'Air France. D'Air France. On parle de problèmes de santé, de survie. De strict minimum. Que les enfants fréquentent. Que l'année de 9 mois soit vraiment programmée de telle sorte qu'on sait que le premier trimestre, on a tel volume horaire à faire et que les élèves le fassent et qu'on les soumette à des... Et que le programme soit exécuté et que les gens aient un background. Au niveau de l'hôpital, vous n'arriverez pas à 11 heures comme vous dites que, attends, on ne peut pas faire cette analyse pour vous parce que vous êtes en instance d'être opéré, il faut attendre le lendemain parce que les réactifs ne sont plus là. Donc, c'est des problèmes de vie, c'est la survie. On ne parle pas d'Air France, on ne parle pas de NCL. S'il n'y a pas ça, en France, chacun quand même a son véhicule. Si vous n'allez pas prendre le truc en commun, là, vous prenez votre véhicule et vous allez rallier votre point. Eux, c'est le luxe. C'est le luxe. Nous parlons du basique. On parle du strict minimum qu'il nous faut. C'est pas évident que ce soit du luxe pour les cheminots. Je vous assure. Olivier Adia, alors on voit clairement que le gouvernement de Faure Gnassingbé a des difficultés pour faire face au front social. Ça, c'est réel. Alors, comment devra-t-on s'y prendre pour sortir d'affaires? Oh bon, c'est réel. Bon, pas seulement pour faire face au front social, mais avant le front social, on a connu donc le front politique avec la crise qui dure depuis quelques mois plutôt et qui n'a pas encore trouvé de solution. Il faut dire que gouverner, ce n'est pas aussi facile que ça. Hein. Et tous les fronts donc vous affrontent et il faut pouvoir y faire face et trouver surtout des solutions. Et le front social, moi j'estime que l'approche du gouvernement est peut-être en annonçant donc ce cadre n'est pas une mauvaise chose parce que c'est déjà un pas positif. Et maintenant je serai à la place des syndiqués et des employés que j'exigerai un délai très court donc pour des discussions dans ce cadre. Parce que ce qui est reproché au gouvernement, c'est de créer des cadres qui durent ou qui ont une vie illimitée. Oui. Donc, on commence, mais on ne sait jamais là où ça finit.
Et à la fin, on se dit que pour noyer donc voilà une crise ou une revendication, il faut créer un cadre. Oui. Et en réalité, dans le fond, les cadres ne sont pas de mauvaises choses, mais c'est certainement la durée où voilà donc la façon où les discussions, la façon avec laquelle les discussions donc sont menées et la façon dont ces discussions donc finissent. Donc c'est maintenant aux syndicats d'exiger du gouvernement un délai très court pour pouvoir un chronogramme bien strict pour discuter de ces questions et au-delà de ce chronogramme qu'ils prennent leur en tout cas leur indépendance. Alors en tout cas au niveau du Synfot, on semble dire clairement que le gouvernement est bien au courant de leurs problèmes et qu'il n'en est pas question d'aller discuter de ces problèmes urgents dans un cadre d'un groupe de travail. Mais ils ont quand même accepté d'aller. Oui, ils ont accepté d'aller, mais peut-être pour discuter des problèmes plus grands que ce qu'ils réclament ici et maintenant comme leurs conditions de travail véritablement. Parce que quand il faut acheter des réactifs, est-ce qu'il faut discuter de ça aussi dans un groupe de travail? Messieurs, merci beaucoup. Nous allons parler politique maintenant avec les discussions qui sont à l'arrêt depuis quelque temps, on le sait. Le 3e round a eu lieu récemment. Au cours de ce 3e round, les acteurs se sont mis d'accord pour suspendre le processus électoral peut-être commencé par le gouvernement togolais. Un accord a été trouvé sur le sujet. Le gouvernement a pris l'engagement de suspendre le processus électoral. Sauf que ces derniers jours, on s'est aperçu qu'en réalité, rien n'y fit dans ce domaine. J'ai envie de poser la question clairement. Tchakala, à quoi joue le gouvernement togolais en continuant le processus électoral? Non, le gouvernement joue un jeu périlleux, un jeu qui risque de se retourner contre lui. On ne peut pas demander aux autres des choses qu'on a obtenues et en même temps continuer dans la lancée de la provocation. Mais c'est écrit noir sur blanc que les gens ne vont pas manifester et au même moment, vous aussi, vous arrêtez le processus. Oui. Mais les autres ont été fair play, ils ont arrêté. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez quand même d'autres attributs qui vous permettent quand même de ne pas considérer les engagements que vous-même vous avez pris? Non, on ne peut pas refuser à autrui ce qu'on se donne la liberté de faire. Non, c'est clair et net. Vous savez, c'est un truc qui a été fait pour ne pas s'ébruiter, être dans la grande masse. Mais, curieux, c'est sorti. C'est sorti. Et ça met à nu tout un plan. Nous sommes à l'ère des oui, le plan est mis à nu. Mais on a vu des gens essayer de trouver des réponses pour atténuer l'impact que cela créerait. Mais ça ne va. C'est là l'expression de la mauvaise foi à un certain niveau. C'est l'expression. Mais là, vous avez vu l'agitation dans laquelle les gens s'étaient mis quand les gens avaient donné la voix que non, il fallait reprendre le mouvement des rues. Oui. Mais c'est comme si le ciel va s'écrouler sur le peuple. On a crié, on a voulu même dire que non, mais les gens, la mauvaise foi, c'est d'un autre côté. Mais moins d'une semaine après, on découvre quelque chose d'ahurissant. Un processus qu'on est en train de mener et de façon sournoise. Mais à quelle fin? Là, ça veut dire que les gens ne sont pas dans la dynamique de créer cet apaisement, de faire aboutir le dialogue en cours et qu'on en finisse avec cette sempiternelle crise. Non, c'est ça la réalité. Mais étonnez-vous bien, oui. Quand on voit le cas de Mango, quand on voit le cas de Sokodé, on voit le cas de Bafilo, où ces villes-là ne vivent pas, Mais comment est-ce que dans ce climat-là, on peut aussi organiser, même si c'est la révision des listes, ça se fera comment dans ces localités? Mais c'est des pays, c'est des villes en interne au pays. Il y a plusieurs de nos concitoyens qui sont de l'autre côté de la frontière. De la frontière aussi. Il faut finir avec ça. Vous pensez que la solution à la crise que nous traversons trouverait suite d'un processus électoral mené de façon concertée ou de façon chose? Non. Le problème, il est là. Alors, on se posera aussi la question, Olivier, sur la sincérité des engagements qui sont pris par les uns et les autres. Est-ce que le débat n'est pas aussi à ce niveau aujourd'hui? Oui, on a toujours fait le procès au pouvoir en place de prendre souvent des engagements
et qu'au bout, on ne les respecte pas. Est-ce que c'est encore une preuve aujourd'hui qu'on a pris des engagements et qu'on ne les respecte plus à la fin? Non, le débat est posé. Moi, je suis un peu embêté par ce débat d'ailleurs sur la poursuite des travaux de la CENI, parce que en même temps, on savait tout au début que l'opposition n'a aucun moyen de contrôle de ce processus, s'il continue ou s'il est véritablement arrêté. Aujourd'hui, on a la preuve que le processus n'a jamais été arrêté. Bon, la preuve, c'est trop dire en fait, parce que ce que je voulais dire, quand l'image, ou du moins la lettre, a été publiée sur les réseaux sociaux, nous avons cherché à savoir si c'était une lettre on a parlé de fake news vérifiée. Donc au départ, c'est pourquoi quand nous, au niveau de notre organe, on n'a pas pu la traiter, parce qu'au départ, les informations nous disaient que c'était une fausse lettre qui a été montée, et même les gens sont même arrivés à nous situer l'endroit, le quartier où donc ça a été monté, et même nous a donné des noms des jeunes. Donc ça ne faisait pas foi. Ça ne faisait pas foi, et tout ce qui n'est pas officiel, on se méfie. En tout cas, en tant qu'agencier, on ne peut pas prendre pour argent comptant toutes les informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc, au fur et à mesure, il y a d'autres médias qui reprenaient, et on se disait, est-ce que c'est vrai, jusqu'à ce que Republic of Togo, qui se veut un média, voilà, donc du gouvernement, en parle. Donc, ce qui a fini par nous convaincre, c'est que c'est tellement vrai, même si jusqu'ici le gouvernement et la CENI ont gardé un silence un peu gênant, parce qu'ils devraient sortir rapidement et situer l'opinion. Il y a eu un autre communiqué du même directeur de cabinet qui a dit que c'est une erreur. Erreur. Donc, oui, il y a eu beaucoup de... voyez-vous le cafouillis, et c'est pourquoi je dis que j'ai démenti, hein. Erreur de la transmission des courriers. Ça s'est glissé dans les courriers qui ont été transmis. Donc c'est pourquoi moi j'ai dit que je suis un peu embêté pour discuter de cette affaire, mais ce serait incroyablement un manque de respect incroyable à l'égard du facilitateur qui s'est engagé donc dans la crise togolaise à résoudre ce problème-là, que de savoir que les engagements pris ne sont pas respectés. Et je ne vois pas le gouvernement Fogna Singbe, qui est bien avec le facilitateur, et prendre ce risque de manquer de respect à notre voisin immédiat qui est le président du Ghana. Donc, pour le moment, moi, je prends encore cette information avec des pincettes, en attendant que les preuves et le gouvernement se prononcent sur, ou du moins les services autorisés se prononcent sur la question, pour pouvoir l'apprécier dans le fond et sur la forme. Il y a le confrère L'éveil de la Nation qui a aussi précisé hier que d'ailleurs la CENI se prépare pour la révision des listes électorales dans les tout prochains jours. Ce matin, Fraternité met une couche si l'information est réelle. Qui sont ces Judas-là, finalement, ceux qui sont en train de trahir Faure Gnassingbé, parce que quand on parle de Judas, c'est de la trahison, il incarne, qui sont ceux-là qui poussent finalement le président vers un précipité. Est-ce que ce n'est pas un précédent qui risque d'être dangereux finalement, et mettre certains Togolais dans la rue, et donc dire à certains de nos concitoyens que voilà la preuve palpable que le pouvoir ne fait toujours fi de tout ce qu'il prend comme engagement? Moi, ça me conforte dans l'une de nos parutions. Je crois que Tchakala aussi, on ne s'est pas concerté, mais on a titré la même chose. Le dialogue, qu'est-ce que c'était le titre là, à l'épreuve de la bonne foi des acteurs. Aujourd'hui, tout est clair. On sait du côté où se trouve la mauvaise foi. Et moi, je me dis que peut-être c'est insinueux et ils le font sciemment pour faire foirer le dialogue. Pour quel intérêt? Pour dire que le gouvernement était aussi demandeur de ce dialogue. C'est le gouvernement même qui avait demandé le dialogue. Alors pourquoi est-ce qu'il faut demander le dialogue et chercher à le foirer? Oui, c'est juste pour gagner du temps. Pour dire que voilà, ça a échoué et le Togo étant un pays souverain, nous allons évoluer et, comme nous l'entendons, le chat aboie, la caravane l'écrase. C'est ça, ils sont dans cette logique. Et même ces informations-là, moi, je les avais eues depuis, puisque on a fuiné
Il y a des agents qui travaillent là-bas. La bonne foi, je dis que aussitôt qu'on avait demandé au gouvernement, ou le gouvernement a accepté d'arrêter le processus, mais il faut rapporter la décision qui a nommé les présidents de CELI. Oui. Il fallait commencer par là. Tant que ce n'est pas fait, mais moi je me dis que les choses continuent. On sait comment ça fonctionne dans nos pays. Dans ce pays, on sait comment ça fonctionne. On a parlé de ZETES. Oui, je pense l'Indépendant Express mardi a évoqué une machine à fraude qui s'est mise en branle, déjà. Mais voilà. Et ça nous conforte dans notre position que sans les fraudes, ce pouvoir ne peut jamais gagner une élection. Non, est-ce qu'il faut déjà arriver à cette conclusion? C'est cette conclusion. Et ça, je reviens toujours au risque de me répéter. Est-ce que vous êtes sûr des proclamations des résultats de la CENI de 2015 et de 2015 jusqu'à présent, où les voix réparties... Oui, ces résultats n'ont pas été officiellement contestés. Ah bon? Non, je ne parle pas de contestation. Je parle seulement de l'arithmétique. Quand vous faites la somme des voix réparties aux gens, ça n'atteint jamais 100%. Moi, ça me crée un petit problème. Un élève du CE2, vous dites qu'il y a 5 personnes, divisez 100 pour 5 personnes, et vous faites la somme, vous ne trouvez pas 100%, mais où en sommes-nous? Dans quel pays sommes-nous? Et c'est en cela que je dis que Faure Gnassingbé est mal élu. Bon, ça, ce débat, je me rappelle, on l'avait bien fait. Je l'ai toujours, je vais marteler ça. Oui, bien sûr. C'est ça qui crée même le problème de la crédibilité des institutions qui sont en charge de l'organisation des élections au pays. En quoi peut-on faire foi à ces institutions? Et les résultats ont été même avalisés par une cour constitutionnelle qui a fait des masturbations intellectuelles, gymnastiques, mais n'est jamais arrivé à trouver la somme de 100%. D'accord, très bien. Moi, ça me crée de sérieux problèmes. Tchakala. Non, mais c'est ce que les Ivoiriens appellent blaguer tuer. Donc, on fait comme si de rien n'est. Et puis, bon, on vous met le couteau dans le dos. Au même moment où on a demandé aux autres d'arrêter tout, de ne pas prendre d'assaut la rue, de faire confiance que le dialogue va aboutir, mais en sourdine dans certaines officines, on est en train de préparer bruyamment c'est le référendum, pourquoi pas, les locales et les autres choses. Donc, on vous dira que non, le calendrier régalien là et qu'il faut quand même être dans le délai. Mais je comprends pas pourquoi on voudrait et on veuille des choses et leur contraire en même temps. On n'est pas dans un pays normal, on est en crise. Entre-temps, quelqu'un avait dit que non, les institutions travaillent. Mais si ça ne fonctionne pas, mais si les institutions fonctionnent, mais on n'est pas quand même dans un pays où tout se passe comme on l'aurait souhaité. Sinon, le président ghanéen ne serait pas là tout le temps à faire la navette entre son pays et le Togo. Donc, ça veut dire que nous vivons une situation qui s'apparente à une extinction des institutions. Parce que si on va aujourd'hui à ces élections avec le très controversé service appelé ZETES, un truc que les gens tout le temps vomi, décrié. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a, à part ZETES là, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, une autre structure qui ait l'expertise? Au moins, en voulant rassurer, on peut dire que tiens, au nom d'un certain apaisement, au nom d'une assurance qu'on voudrait donner aux autres partis, on met ZETES de côté, on cherche de façon consensuelle un autre opérateur qui est aussi, qui maîtrise aussi les données en matière électorale. Mais on prend ZETES qui veut déjà commencer son travail. Ça veut dire qu'on est en train d'alourdir l'atmosphère qui prévaut déjà dans la chose. La suspicion va être très grande. ZETES, on connaît un peu ses faits d'armes. C'est tristement, c'est les faits d'armes dans ce pays où on mélange tout. On mélange tout pour enfin trouver des choses qui ne requièrent pas l'assentiment des autres. Maintenant, au nom de cet apaisement-là, est-ce qu'on ne peut pas au moins pour cette fois-ci mettre ce ZETES, même si les intérêts en jeu avec ZETES sont très énormes? Mais les gens, si on vous dit ce que ça rapporte à certains qui prennent ZETES là comme leur souffle de vie, mais c'est colossal. Pourquoi? Parce que Louis Michel, ou bien Louis Michel, son fils,
sont derrière. Ils ont toujours soutenu un système dans ce pays-là. Mais je dis que tout est faussé à la base. Il faut tout démonter. Bien. Il faut aujourd'hui partir sur des bases plus saines, des bases qui rassurent. Sinon, si on veut foncer, là, je crois qu'on va tout droit dans le mur et que tout ce que nous aurons fait, tous les allées et venues du président ghanéen, rien ne va changer et demain ne s'annonce pas rose. D'accord, très bien. Tout à l'heure, quand Olivier parlait du fait qu'il prend avec des pincettes l'information première ou seconde par rapport, donc, je cherchais en réalité le courrier qui a annulé le premier, le second qui a annulé le premier, je l'ai enfin trouvé, où le directeur de cabinet du ministère de l'administration territoriale, Robert dit, je vais lire, ne vous en faites pas, où il disait que c'est une note encore à l'attention des préfets, qui dit que la note numéro 0132 du 30 mars 2018 relative à la désignation des représentants de l'administration et ceux de la chefferie traditionnelle devant siéger dans chacun des CLC qui vous a été envoyé n'était en réalité qu'un courrier en attente d'être envoyé au temps. Attendez que je lise. En attente, ce courrier n'était en réalité qu'un courrier en attente d'être envoyé au temps opportun. Il s'est malencontreusement glissé dans les courriers courants. Par conséquent, je vous demande de ne pas en tenir compte jusqu'à nouvel ordre. Alors, voilà, qui finalement... C'est trop gros, ça. Non, on peut créer Eureka, c'est-à-dire Alléluia. Maintenant, enfin, vous le prenez avec... Non, oui, de toutes les façons. C'est-à-dire, si une erreur est réparée, il faut le dire. C'est-à-dire, il a mis l'accent sur l'erreur. Si on n'est pas obligé de le croire, de ne pas le croire. Et ce qu'il a écrit, c'est une lettre officielle. Oui. Donc, et peut-être que, voilà, on aurait lancé l'information, ceux qui ont lancé l'information peuvent revenir et dire, voilà que le concerné a dit que c'était une erreur, donc peut-être que le processus n'est pas encore totalement engagé et qu'il est en attente. Mais le fait sur lequel moi j'aimerais mettre l'accent, c'est que, et Tchakala l'a dit, même s'il a tourné en dérision, c'est que il y a un processus, donc on a un calendrier républicain, oui. Il y a les élections législatives, les élections locales qui sont annoncées, les présidentielles, ou bien la présidentielle en 2020. Il faut dire qu'on est déjà en retard sur le calendrier. S'il faut commencer ces élections en 2019, et c'est sûr que c'est en 2019 qu'on pourra les faire obligatoirement, ça va alors coïncider en même temps avec l'élection présidentielle. Et l'élection présidentielle, je vois mal qu'on la reporte par rapport à tout ce qu'on a connu entre-temps au Togo. Au risque aussi de se retrouver dans la situation c'est une question de la RD Congo. Je vois mal qu'on reporte cette élection. Donc, ce qui serait mieux, c'est que le dialogue aille vite et que le facilitateur puisse permettre à la CENI de poursuivre son travail. C'est très important. Quelle CENI? Bon, quelle CENI? De toutes les façons, il y aura une CENI. Ce nom, peut-être, ça pourra changer, mais il y aura une commission, que ce soit avec l'opposition ou non, il y aura une commission. Donc, c'est maintenant aux facilitateurs et à tous les acteurs du dialogue de dire qu'il y a urgence et que cette urgence-là nous oblige à nous entendre sur l'essentiel pour pouvoir donner le là donc, à ce processus de se poursuivre. D'accord. Isidore? Non, mais je suis abasourdi. Par rapport à quoi? Par rapport à ce que vous venez de lire. Ah. Puisque, mais, on se prend pour qui? Il y a une procédure. Dans les ministères, il y a une procédure. Le traitement de courrier. Ça ne peut pas passer comme ça sans le OK du directeur de cabinet et avec l'avis du ministre de tutelle. Mais c'est insulter l'intelligence des Togolais. De nous dire ça. C'est symptomatique de l'état de pourrissement dans lequel le Togo végète. Nulle part ailleurs, le ministre doit démissionner. Non, ça c'est une erreur. Mais vous savez que ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais, mais dans des pays civilisés, des trucs comme ça. Vous êtes sûr qu'on n'est pas civilisé au Togo? Mais c'est tout à l'air. Non mais attendez. Tout à l'heure. Attendez, Isidore. Je parle des faits. Parce que là aussi vous insultez l'intelligence des Togolais quand vous dites que le Togo n'est pas un pays Je parle des faits. Oui, mais ça, les erreurs, ça peut arriver. Ça peut arriver, non.
de deux choses l'une. Oui. Soit ils l'ont fait et il y avait une fuite. Reconnaissez que vous avez fait et il y a une fuite où vous êtes mal pris. Et vous faites votre mea culpa que de nous pondre ce communiqué. Bien. Ça me met très mal à l'aise. D'accord, très bien. Tchakala, et puis on va mettre Non, un la texte défense, elle est très bancale. Très bancale, ce que vous nous avez lu tout de suite. Mais quel est ce courrier qu'on ne peut pas attendre au moment opportun avant de l'écrire et le ventiler normalement? Non, on a écrit avant que les acteurs soient mis d'accord, peut-être sur la Non, arrêtez. J'en sais rien. Non, mais il faut voir les cachets, les dates de tout ça là. Ça figure là-dessus. Non, c'est mal ficelé la défense. Ça, elle ne tient pas à cette défense-là. Donc, je crois qu'on nous aurait servi autre chose que chose. Mais c'est la pagaille. L'administration, c'est la pagaille. Hein. Les choses sont sans dessus, sans dessous. Et on pense débarbouiller les Togolais du bas vers le haut. Mais ça ne marche pas. Les gens ont été pris la main dans le sac. C'est ça qu'on appelle le flagrant délit. De quoi? Oh, mais en tout cas, je ne veux pas continuer. C'est le flagrant délit, quoi. La main prise dans le sac, en train de vouloir faire ce qu'on interdit aux autres de faire. Donc c'est ça, le flagrant délit. Donc vivement que les discussions bilatérales vivement que les discussions bilatérales puissent aboutir pour que les acteurs se retrouvent de nouveau. Absolument, c'est notre vœu, que le dialogue avance. C'est notre vœu le plus pieux. Non, que ce dialogue-là aboutisse pour que le Togo sorte dans cette situation où les choses sont sans dessus, sans dessous. Il faudrait une issue heureuse à ce dialogue. Sans lire dans les boules de cristal, je vous disais ici que mon petit doigt me dit que ça ne peut qu'aboutir. La géopolitique y est. Bien. Aujourd'hui, on ne peut plus faire comme si c'était en 2005. Non, le quatrième mandat là, ça c'est une marchandise périmée comme le disait l'autre. Bon, Maître Yaovi Agouéo, dans une interview à Free Press en début de semaine, est aussi catégorique sur le quatrième mandat de Faure Gnassingbé. Hein. Oui, bon, de toute façon, c'est à vous, hein, bien sûr, il nous a accordé une interview et qu'il a mis dans un message donc, au cours des fêtes de Pâques. Et nous lui avons posé la question. Il dit donc que ce n'est pas une possibilité donc qui est envisagée, mais envisageable même. Mais l'essentiel de l'interview aussi parle des élections prochaines, des législatives, des locales, des présidentielles. Comment est-ce que l'opposition, quelle stratégie adopter pour pouvoir les remporter? Donc, je vous invite à aller sur le site pour le lire. Bien sûr, on lira l'interview sur votre site afripresse.info. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus pour le débat de ce matin. Ok. Merci. Et je voulais profiter de l'occasion pour dire joyeux anniversaire à mon cher grand citoyen d'État Isidore Akolor. Ça fait 51 ou 52? 54. 54 ans. Ce matin, vous avez 54 ans. Oui, non. Joyeux anniversaire. On va lui dire joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi. Le meilleur. Merci beaucoup, doyen, de nous accompagner tout le temps que vous êtes disponible. Merci beaucoup, Isidore Akolor. Merci, Sakala Lirou, Olivier Adia. Merci également à Jack Prosper qui va chercher une mélodie pour souhaiter joyeux anniversaire à Isidore Akolor. Merci de nous avoir suivis. À demain. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM.